demandé le divorce. J'ai cru qu'il avait perdu la tête. Quoi? Pourquoi? Il n'y a pas de temps pour les explications, mais croyez-moi, vous êtes en danger. Quand j'ai enfin découvert ce qu'il avait débusqué, mon monde s'est effondré. À 55 ans, j'avais bâti bien plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Un patrimoine immobilier estimé à 20 millions d'euros, une société qui portait mon nom, et une réputation à Bordeaux qui m'ouvrait toutes les portes avant même que je ne frappe. Mais j'aurais échangé chaque pierre et chaque poutre pour retrouver Isabelle. Ma première femme était décédée 6 ans plus tôt. Un cancer foudroyant et impitoyable. Pendant 2 ans, j'avais erré dans ma propre vie comme un fantôme dans une demeure vide. Puis j'ai rencontré Élodie. Elle avait 40 ans quand nous nous sommes mariés il y a 5 ans, assez jeune pour me redonner le goût de vivre, assez mûre pour comprendre le deuil. Elle s'était installée dans notre hôtel particulier du quartier des Chartrons qu'Isabelle et moi avions restauré, et lentement, la maison avait cessé de ressembler à un mausolée. En janvier dernier, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. 7 mois plus tard, j'étais assis à la tête de ma propre table, regardant ma famille manger le repas qu'Élodie avait préparé. Ma fille, Julie, 32 ans, le portrait craché d'Isabelle dans chaque geste, était assise à côté de son mari, Bastien. Il était mon bras droit chez Bordeaux Prestige Immobilier depuis 3 ans, capable, ambitieux. Le fils que je n'avais jamais eu. Élodie tournait autour de la table, rayonnante comme seules les femmes enceintes savent l'être, la main posée sur l'arrondi de son ventre. « Encore un peu de vin, mon chéri ?» demanda-t-elle en remplissant mon verre avant que je ne puisse répondre. La migraine qui me harcelait depuis des semaines pulsait derrière mes yeux. J'avais vu le médecin 2 fois. Le stress, disait-il, le surmenage. Rien de grave. Ça va, papa? Demanda Julie, tu es tout pâle. Je vais bien, ma chérie, dis-je en forçant un sourire. Juste fatigué. Tu es souvent fatigué ces derniers temps, ajouta Élodie d'un ton préoccupé en fronçant les sourcils. Elle sortit un petit flacon de sa poche et en sortit 2 gélules. Tes vitamines? Tu les as oubliées ce matin. Je les pris et les avalai avec une gorgée d'eau. Elles avaient un goût légèrement amer, mais c'était souvent le cas des vitamines. Oh, le visage d'Élodie s'éclaira. J'allais oublier, Marc. Le rendez-vous pour l'échographie est mardi prochain à 10 h. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? J'y tiens vraiment. Bien sûr, répondis-je. Je ne raterai ça pour rien au monde. Elle rayonna et me pressa l'épaule en passant. Bastien me sourit de l'autre côté de la table. C'est génial, beau papa, dit-il. Un grand moment pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Nous le découvrirons ensemble, dit Élodie, ses yeux plongés dans les miens. Chaleureuse, aimante, parfaite. La conversation dévia. Julie parla d'un nouveau patient à son cabinet de psychologie. Bastien mentionna que les permis pour le projet de Saint-Émilion étaient enfin validés et que le chantier débuterait en juin. Élodie riait, sa main cherchant la mienne sous la table. Je les regardais. Ma famille réunie autour de ma table, et je ressentis quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis la mort d'Isabelle, de la gratitude. Sauf que la main de Bastien s'était attardée sur l'épaule d'Élodie un peu trop longtemps quand il lui avait passé le pain. Sauf que le téléphone d'Élodie avait vibré 3 fois pendant le dîner, et qu'à chaque fois, elle l'avait retourné sans même regarder. Sauf que, quand j'avais évoqué une dépense d'hôtel inexpliquée sur la carte de la société le mois dernier, à l'hôtel de 16, le visage de Bastien s'était figé avant qu'il ne dise « dîner client », les investisseurs parisiens. Je ne me souvenais pas que nous courtisions des Parisiens en ce moment, mais j'étais épuisé. La migraine empirait, et ma famille était là, unie et heureuse. Je repris une gorgée d'eau, ignorant que j'avalais du poison avec elle. 3 jours plus tard, les maux de tête n'étaient plus supportables. Je me réveillai ce matin-là pour trouver Élodie déjà prête. Son visage était marqué par l'inquiétude en me voyant lutter pour m'asseoir. Tout me faisait mal. Mes articulations semblaient lourdes comme du plomb et la nausée me frappa avant même que mes pieds ne touchent le sol. « Marc, tu vas voir le docteur Beaumont aujourd'hui. » Ce n'était pas une question. Elle tenait déjà mon téléphone. « J'appelle tout de suite. » Je vais bien, dis-je, mais je n'y croyais plus moi-même. Les vitamines qu'elle me donnait n'aidaient en rien. Au contraire, je me sentais de pire en pire.
Tu n'es pas bien du tout. Sa main sur mon épaule semblait presque sincère. S'il te plaît, fais-le pour moi. Le docteur Beaumont était mon médecin traitant depuis 15 ans. Il m'écouta patiemment décrire les symptômes, les migraines persistantes, les vagues de nausées, l'épuisement qui rendait la moindre marche d'escalier insurmontable. Des douleurs articulaires? Demanda-t-il en pressant mes genoux. Je grimaçai. Ça a commencé il y a quelques jours. Il se rassit, retirant son stéthoscope. Marc, vous avez 55 ans. Vous dirigez un empire immobilier de 20 millions d'euros. Vous venez de lancer ce projet à Saint-Émilion. Il me lança ce regard que les médecins réservent aux personnalités hyperactives. C'est un stress classique. Votre corps vous dit de ralentir. Mais la nausée? Le stress peut se manifester physiquement. Problème gastrique, céphalée, fatigue. C'est un cas d'école. Il griffonna sur son ordonnancier. Je demande une analyse de sang par sécurité, mais je parierai ma plaque que tout sera normal. En attendant, reposez-vous. Prenez ceci si l'anxiété augmente. Il me tendit une prescription pour un anxiolytique. Élodie me serra la main. Tu vois, je te disais bien qu'il fallait lever le pied. Ce soir-là, Élodie m'apporta une infusion de camomille et une autre de ces grosses gélules de vitamines. Le docteur a dit repos, alors repose-toi. Je m'occupe du dîner. Elle m'embrassa le front comme si j'étais un enfant. J'avalai la capsule. Le goût amer persista même après le thé. Mon téléphone vibra. Julie. Salut papa, je voulais prendre de tes nouvelles. Élodie m'a dit que tu avais vu Beaumont. Il pense que c'est le stress. C'est bien. Un silence. Oh, et les kits ADN dont je t'avais parlé? Ils sont arrivés aujourd'hui. Bastien et moi allons faire les nôtres ce week-end. C'est excitant, non? Un froid glacial s'installa dans ma poitrine. Oui, excitant. Après avoir raccroché, je fixai le plafond, repensant au dîner d'il y a 3 soirs. La façon dont la main d'Élodie avait tremblé quand elle m'avait donné ses vitamines. Le regard qu'elle avait échangé avec Bastien quand Julie avait mentionné les tests ADN. Mon instinct, celui-là même qui m'avait permis de bâtir une fortune, hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais le médecin avait dit le stress. Élodie avait dit le repos. Et cette nuit-là, quand elle me tendit une autre capsule, je la pris sans discuter. Le rendez-vous pour l'échographie eut lieu le mardi matin. Élodie avait été excitée toute la semaine, parlant de la couleur de la chambre, des prénoms, demandant si nous devions connaître le sexe. Je nous conduisis au centre médical d'obstétrique de Bordeaux, sa main posée sur la mienne chaque fois que je changeais de vitesse. Je suis si contente que tu sois là, dit-elle en garant la voiture. C'est notre moment, Marc. Notre famille. La salle d'examen était sombre, clinique, l'écran diffusant une lueur bleue tandis que l'obstétricienne étalait le gel froid sur le ventre arrondi d'Élodie. Je me tenais près du lit, lui serrant la main, regardant l'image granuleuse vaciller sur le moniteur. Voici la tête, dit la technicienne en déplaçant la sonde. Et le cœur. Un rythme solide, 140 battements par minute. Tout se développe parfaitement pour 32 semaines. Élodie me serra la main, me souriant les yeux pleins de larmes. Je lui rendis son sourire, ne ressentant que le battement sourd derrière mes tempes devenu permanent. Puis, les mains de la technicienne s'immobilisèrent, ses yeux fixés sur un second moniteur affichant des résultats de laboratoire. Son expression changea. « Excusez-moi, dit-elle en se levant brusquement. Je dois appeler le docteur Girard, c'est le protocole standard. Rien d'inquiétant. » Elle partit avant que nous ne puissions demander pourquoi. Élodie rit nerveusement. Ce n'est jamais bon signe, si? Je suis sûr que tout va bien, dis-je, mais ma poitrine se serrait. 5 minutes plus tard, le docteur Girard entra, la cinquantaine, cheveux poivre et sel, le genre de présence calme et autoritaire qui avait mis au monde la moitié des bébés de la ville. Il regarda l'écran, puis le moniteur de labo, puis moi, puis Élodie. « Madame, j'ai une bonne nouvelle. Le bébé est en parfaite santé. Un cœur solide, un développement normal, aucune inquiétude à avoir. » Il marqua une pause. « Mais je dois m'entretenir avec votre mari en privé un instant.
Juste des formalités administratives concernant le panel de dépistage prénatal. Élodie fronça les sourcils. Administratif? Maintenant? Ça ne prendra qu'une minute. Le ton du docteur était doux mais sans appel. Il me fit signe de le suivre. Je le suivis dans un petit bureau de consultation au bout du couloir. La porte se referma. Monsieur, la voix du docteur était très professionnelle. Dans le cadre de nos soins prénatals standards, nous effectuons un panel de dépistage complet. L'une des composantes est la confirmation de paternité pour garantir un historique médical précis de l'enfant. Il tourna son écran vers moi. Les résultats sont tombés ce matin. Je fixai le rapport de laboratoire. En lettres grasses en haut, résultat DE paternité. Père biologique identifié dans le système, Bastien Moreau. Probabilité de 99,99%. Échantillon de référence, programme de santé des employés, mars 2025. Les mots se brouillèrent. C'est mon gendre, m'entendis-je dire. Je le sais, la voix du docteur Girard était stable, mais ses yeux contenaient une colère contenue. Son ADN issu du dépistage santé de votre entreprise est dans notre base de données. Les marqueurs sont formels. Monsieur, je suis sincèrement désolé. La pièce semblait manquer d'air. Est-ce qu'elle sait que vous me l'avez dit? Non. Les résultats m'ont été signalés à moi seul. Je voulais vous parler d'abord. Ne lui dites rien. Les mots sortirent vite, instinctifs. Quand nous retournerons là-bas, vous nous direz que c'est un petit garçon en pleine santé et que tout est parfait. Rien d'autre. Le docteur m'étudia longuement. Monsieur, je dois vous demander. Êtes-vous en sécurité chez vous? Si vous avez besoin d'aide, de services de protection. Je vais bien. Je me levai, les jambes tremblantes. Donnez-moi juste une minute. Ensuite, nous y retournons et cette conversation n'a jamais eu lieu. Je restai seul dans ce bureau, fixant le nom de Bastien sur l'écran, tandis que 30 ans de vie, de carrière et d'héritage s'effondraient en une seule vérité indéniable. Ma femme portait l'enfant de mon gendre, et les vitamines qu'elle me donnait depuis 3 mois. Celle qui m'affaiblissait de jour en jour. Prenait soudain un sens terrifiant. Je retournai dans la salle, souris, embrassai le front d'Élodie. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Parfait, dis-je. C'est un garçon. » Elle pleura de joie. Je lui tins la main pendant que le docteur terminait l'examen. Je nous ramenai à la maison, préparai le déjeuner, admirai des échantillons de peinture pour la chambre, et quand Élodie partit pour son cours de yoga prénatal l'après-midi même, je m'assis dans mon bureau, fixant la photo d'un bébé qui n'était pas le mien, et j'appelai la seule personne en qui j'avais confiance depuis 30 ans. « François, dis-je quand mon avocat décrocha, j'ai besoin du meilleur détective privé que tu connaisses. Et j'en ai besoin aujourd'hui. » 2 jours après l'échographie, je m'enfermai dans mon bureau. Élodie était sortie. Chaque instant, chaque course semblait désormais être un mensonge que j'avais été trop aveugle pour voir. J'étalai tout sur mon bureau en acajou, relevés bancaires, journaux de cartes de crédit d'entreprise, agenda, relevés téléphoniques. Si Bastien était le père, il devait y avoir une chronologie, une preuve au-delà des chiffres cliniques. Je commençai par l'annonce de la grossesse. Mi-janvier, elle m'avait dit être enceinte de 10 semaines. 10 semaines en janvier signifiait une conception début novembre. Je consultai mon agenda. 14 à 16 novembre 2024. Lyon. Un sommet de l'immobilier commercial. J'y étais resté 3 jours complets. Je m'en souvenais parce que Julie m'avait appelé de Paris, elle était partie voir une amie d'enfance. Ce qui signifiait que Bastien était seul à Bordeaux. J'ouvris le relevé de la carte de société de Bastien. 14 novembre, hôtel de 16, 847 €. Motif, dîner client, investisseur parisien. 15 novembre, brasserie Le 4e mur, 312 €. Motif, suivi client. Les fameux clients parisiens dont Bastien m'avait parlé. Sauf que nous n'avions jamais signé avec eux, car il n'y avait jamais eu de réunion. Je vérifiai les logs d'accès de Bastien au bureau, sorti à 15h47 le 14 novembre, aucune entrée le 15. 2 jours entiers portés disparus pendant que j'étais à Lyon et Julie à Paris. Je vérifiai les relevés d'Élodie, aucune dépense, aucun spa,
aucun restaurant. Elle m'avait pourtant parlé d'un week-end bien-être avec des amis de fac à Arcachon. Pas de transaction. Elle n'était jamais partie. Je continuais de creuser. Décembre, janvier, février. Le schéma émergeait comme des fissures sur de la glace. Chaque fois que je voyageais, chaque fois que Julie travaillait tard ou s'absentait, ils se voyaient. Ils avaient été prudents, codant les dépenses en frais professionnels. Mais pas assez. Ce n'était pas un accident, pas un moment d'égarement. C'était calculé. Et le bébé conçu en novembre était le point d'orgue du plan. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Élodie, rendez-vous fini. Je rentre. On commande taille ce soir? Ton resto préféré? Je fixais le message et l'émoji affectueux. Je tapais, bien sûr, ce que tu veux. À tout de suite. Puis j'ouvris un nouveau document et commençai à tout cataloguer, date, montant, hôtel, preuves croisées. Ma femme et mon gendre avaient une liaison depuis plus d'1 an, et j'allais m'assurer que tout le monde le sache. François, mon avocat, répondit à la seconde sonnerie. Marc, qu'est-ce qui se passe? Il savait me lire. On se connaissait depuis la fac de droit. J'ai besoin de te voir, en privé. 20 minutes plus tard, nous étions dans l'arrière-salle d'un café discret. Je fis glisser les résultats ADN. François lut en silence. Quand il leva les yeux, il brillait d'une rage froide. Mon Dieu, Marc. Il y a plus, dis-je en lui montrant la chronologie et les relevés. François me serra l'épaule. Je connais quelqu'un. Luc Valois. Un ancien de la PJ, spécialisé dans la grande délinquance avant de se mettre à son compte. Si quelque chose doit être trouvé, il le trouvera. Et il est discret. Le bureau de Luc Valois se trouvait rue de la Devise. C'était un homme de 45 ans au regard aiguisé qui ne laissait rien passer. Monsieur, François m'a prévenu. Asseyez-vous. Je lui déballai tout. Il prenait des notes efficaces, posant des questions qui montraient qu'il avait déjà 3 coups d'avance. J'aurai besoin de tous les accès financiers, dit-il. Et je dois vous demander quelque chose de personnel. Depuis combien de temps vous sentez-vous mal? La question me prit de court. Quoi? Vous êtes pâle. Vos mains tremblent. Depuis combien de temps? 3 mois, peut-être plus. Migraine, nausée. Mon médecin dit que c'est le stress. Valois ne s'y a pas. On va ajouter une enquête médicale à notre dossier. Vérification complète sur Élodie. Chaque endroit où elle a vécu, chaque nom qu'elle a utilisé. Et je veux une analyse complète de tout ce que vous avez ingéré ces 3 derniers mois. Vous pensez que... Je pense que je ne crois pas aux coïncidences. Je signai son contrat sans hésiter. En sortant, mon téléphone vibra. Élodie, où es-tu? Je m'inquiète. Je tapais, en réunion de chantier. Je rentre bientôt. Mon premier mensonge. Ce ne serait pas le dernier. 3 jours plus tard, Luc m'appela. Marc, venez à mon bureau. Et asseyez-vous en arrivant. Luc avait étalé des dossiers comme un jeu de cartes macabre. Il posa des photos sur le bureau. 18 mai 2025. 14h30. Parking de l'hôtel de 16. La Mercedes argentée d'Élodie. L'Audi noir de Bastien juste à côté. La photo suivante les montrait entre les voitures. La main de Bastien sur le bas de son dos. La 3e capturait leur baiser. Un baiser qui parlait d'habitude, de passion ancienne. Ils sont arrivés séparément à 5 minutes d'intervalle, dit Luc. Procédure standard pour ne pas être vus. D'autres photos les montraient dans l'ascenseur, lui les mains dans ses cheveux, elle pressée contre lui malgré son ventre rond. 17h15, ils ressortaient séparément. Je ne pouvais plus respirer. C'était mercredi dernier. Pendant que j'étais sur un chantier, ils étaient là. La chambre a été payée avec la carte de la société, ajouta Luc. C'est un abus de biens sociaux. J'ai tout fait. Ce n'était pas juste du sexe, c'était une vie parallèle. Combien de temps les as-tu suivis? 3 jours. Ils se sont vus 2 fois. La nausée me submergea.
Je dus utiliser sa corbeille à papier pour vomir. Mon corps rejetait tout, le petit déjeuner, les vitamines d'Élodie, et les débris de ma vie. Ce n'est pas fini, dit Luc en me tendant de l'eau. J'ai fait des recherches sur le passé d'Élodie. Élodie n'existait pas avant 2019. Je le regardais sans comprendre. Littéralement. Aucun historique de crédit, aucun emploi, aucune adresse. Elle est apparue de nulle part l'année précédant votre rencontre. C'est impossible, dis-je. Sauf si elle utilise une identité volée. Le mariage que vous avez signé en 2020 a été fait avec un numéro de sécurité sociale usurpé. Votre mariage n'est peut-être même pas légal. Qui est-elle alors? C'est ce que je vais découvrir. Mais d'abord, je devais dire à ma fille que son mari était un traître. Je vis Julie le lendemain au jardin public. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une mine affreuse. Je lui tendis le rapport ADN. Julie, je suis tellement désolé. Elle lut en silence, devenant livide. C'est le test d'Élodie. Mais pourquoi il y a le nom de Bastien? Il doit y avoir une erreur. Sa voix était petite, enfantine. Je lui tendis l'enveloppe de photos. Elle regarda la première, puis la seconde. Ses mains se mirent à trembler. Quand? Chuchota TL. Mercredi dernier. Mais ça dure depuis au moins 7 mois. Avec Élodie. Ma belle-mère. Elle ne put finir sa phrase. Un sanglot déchira sa gorge. Nous venions d'acheter une maison, papa. On allait essayer d'avoir un bébé. Je la pris dans mes bras, la laissant pleurer comme lorsqu'elle était petite. Mais cette fois, je ne pouvais pas réparer le monde avec une glace. Qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-elle enfin. Ces 4 mots. Elle ne s'effondrait pas, elle se battait. On rassemble tout, dis-je. Bastien détourne l'argent de la boîte. Élodie est une imposture. Mais ils ne doivent pas savoir qu'on sait. Tu peux faire ça? Faire semblant? Elle eut un rire amer. Sourire à l'homme qui couche avec ma belle-mère? Oui, je peux le faire. Et papa, quand on aura tout, on les détruira. Ce soir-là au dîner, je regardais Julie sourire à Bastien. Je l'ai vu lui demander comment s'était passée sa journée, rire à ses blagues. Bastien souriait, inconscient. Je n'avais jamais été aussi fier de ma fille. Luc m'appela le lendemain. Élodie est un fantôme. Il avait un certificat de décès officiel provenant de la mairie de Toulouse. Élodie Marie Lefebvre, née en 1994, décédée en 2014 dans un accident de voiture. Votre femme a volé l'identité d'une morte. La vraie Élodie était décédée il y a 10 ans. Celle dans ma maison utilisait son nom et son passé depuis 5 ans. Elle avait ciblé une femme sans famille proche pour ne pas être démasquée. Qui est-elle? Son vrai nom semble être Nathalie Mercier. Elle a déjà fait ça, Marc. Ce n'est pas une amatrice. Elle sait comment disparaître et renaître. Et ce n'est pas tout. Luc me regarda avec pitié. On a trouvé un précédent. Elle a été mariée à un riche promoteur immobilier en Provence, Richard Perrac. Il est mort en 2013 d'une crise cardiaque à 58 ans. Juste après avoir modifié son testament en sa faveur. Sa sœur a toujours soupçonné quelque chose. Luc mit le haut-parleur. Une femme à l'accent du Sud répondit. Monsieur, mon frère me disait qu'il se sentait mourir 2 semaines avant la fin. Mais elle l'a convaincu que c'était le stress. Monsieur. Est-ce que votre femme vous donne des vitamines? Le sol se déroba sous mes pieds. Oui. Richard en prenait tous les matins. Ne prenez plus rien venant d'elle, ajouta la femme. Pas de nourriture, pas de boisson, rien. Je n'étais pas malade. On m'assassinait. Je rentrais chaque soir en simulant la normalité. Je refusais ces vitamines sous prétexte d'un nouveau régime. Elle fronçait les sourcils mais ne poussait pas. Elle pensait avoir le temps. Luc m'emmena voir un laboratoire privé. Monsieur, dit le biologiste, vous avez de la colchicine dans le sang. À des doses significatives. C'est une substance issue de la fleur de colchique. À petite dose, ça traite la goutte. À forte dose,
c'est un poison insidieux qui mime une maladie naturelle. Insuffisance rénale, problème cardiaque. La plupart des médecins passent à côté. Encore un mois, et vos organes auraient lâché les uns après les autres. C'était la même méthode que pour Richard Perrac. Marc, on appelle la police tout de suite, dit Luc. Non, pas encore. Le gala de la préservation de Bordeaux a lieu dans 10 jours. Tout le gratin sera là. Si on agit maintenant, ce sera discret. Bastien s'en tirera avec un divorce. Julie sera traînée dans la boue. Je veux une exécution publique. Je vais les exposer devant tout le monde. Le lendemain, profitant du cours de yoga d'Élodie, Luc et moi sommes entrés dans mon propre coffre-fort et avons fouillé ses affaires. Dans son cabinet de toilette, Luc trouva un flacon de vitamines. Il fit un test rapide. Positif à la colchicine. Puis, dans le fond de son dressing, sous des pulls, un dossier. Des documents d'assurance vie. Ma signature imitée. Le montant était passé de 2 à 5 millions d'euros en janvier. Bénéficiaire, Élodie. Il y avait aussi des relevés d'un compte aux îles Caïmans, 127 000 euros déjà siphonnés. Et une note manuscrite, Bastien, juin. Après l'arrivée du bébé. Transfert Caïmans intraçable. Elle prévoyait de m'éliminer juste après l'accouchement pour disparaître avec Bastien et l'argent. Je remis tout en place. 8 jours. Je pouvais tenir 8 jours. Le soir du gala, Élodie ne put venir. Elle était entrée en travail prématurément la veille. Un petit garçon était né à 8h47. Je l'avais tenu dans mes bras, sachant qu'il était le fils de Bastien. Un enfant innocent dans un nid de vipères. Bastien était là, jouant le gendre parfait, alors qu'il était le père biologique. Le gala à la chambre de commerce était grandiose. 200 invités, smoking et robe de soirée. Bastien était là, représentant la famille. Julie était à ses côtés, impériale. À 21h, je montai sur le podium pour le discours de remerciement. Le silence se fit. J'ai commencé par parler de confiance, de Racine. Puis j'ai fait signe à Luc en régie. L'écran géant s'est allumé. La photo de paternité de Bastien est apparue. La salle a eu un hoquet de stupeur. Bastien s'est levé, hurlant à l'erreur. Puis les photos à l'hôtel de 16. Puis les relevés bancaires. Puis le certificat de décès de la vraie Élodie. Et enfin, le rapport de toxicologie. J'ai expliqué à l'Assemblée que ma femme me empoisonnait avec la complicité de mon gendre pour toucher l'assurance vie. Bastien a tenté de fuir, mais la police l'attendait aux portes. Il a été plaqué au sol devant tout le monde. Au même moment, à la maternité, la police entrait dans la chambre d'Élodie, ou plutôt de Nathalie Mercier. Elle a été menottée à son lit d'hôpital sous les yeux des infirmières. Le scandale a fait la une de Sud-Ouest dès le lendemain. Nathalie a été condamnée à la perpétuité pour tentative de meurtre et pour le meurtre de son précédent mari en Provence. Bastien a pris 12 ans pour complicité, détournement de fonds et fraude. Le bébé a finalement été adopté par la sœur de Richard Perrac, il aura une vie loin de tout cela. 6 mois plus tard, Julie et moi avons déjeuné en terrasse au Chartron. La vie reprenait ses droits. On avait tout perdu, ou presque, mais on s'était retrouvés. J'ai regardé ma fille sourire à nouveau, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai su que nous étions enfin en sécurité. Les cicatrices resteraient, mais elles étaient la preuve que nous avions survécu.